Merci, M. Mounéa. Je vous remercie pour la clarté de votre exposé qui était clair et pédagogique. Et on passe directement aux questions et on commence par notre invité, professeur Barabé. Bon, je parle à l'âge de Loire. J'ai juste quelques questions. Donc, question nulle. Vous utilisez le théorème du point fixe de Banach. Et dans votre rappel, point fixe de Banach, vous travaillez dans un espace métrique. Et vous utilisez les normes. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ça? Nous avons utilisé Tu dis d'après le point fixe de Banach. Oui. D'accord? Et vous utilisez une norme. Oui. Un espace métrique Oui, ne possède pas une norme. Oui, un espace normé, un espace métrique. Oui. Et la métrique engendrée par la norme. Donc nous pouvons appliquer le théorème du point fixe de Banach. Ben, de toute façon. Deuxième question. Alors, les graphes, les dérèglements. Pour la deuxième équation de Le diapo 30, par exemple. Voilà. Les graphes. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça? Je n'arrive pas à comprendre, juste pour Oui. Ici, on a défini des erreurs d'approximation d'autres cas qui sont données par la formule 41, qui sont des erreurs entre la suite des itérations duplicables et la solution exacte de l'équation. Ici, les profils logarithmiques, dont le profil, est-ce qu'il est décroissant de l'erreur constante. Ici, nous pouvons voir que les erreurs d'approximation... Non, juste. هذر لي على لي زاكس. لاكس هذا كلمة بريديتاسيون سي واضح. Oui, l'autre. الآخر L'axe vertical, c'est le logarithme des erreurs d'approximation. logarithme des erreurs d'approximation. Et Bon. l'horizontal, c'est le nombre d'itérations K. Voilà. Et les graphes, les couleurs sont les nombres de subdivision. Le graphe de chaque erreur d'approximation dans le cas suivant le nombre de subdivisions qui sont données en couleur. Nous pouvons voir ici que les erreurs sont décroissantes en fonction des deux nombres de subdivision et d'itération. Seulement ici, nous pouvons voir qu'à partir de certaines itérations K, l'erreur reste stable, toujours stable. Bon. زيد روح لي ليكواسيون انتيغرال اللي راك راح تحوسها، ليكواسيون انتيغرو ان ديفيرونسيال اللي راح تحلها، شوف هذه ارجع لي لها. C'est l'équation 11. La première équation de l'équation 11, animal, c'est bon. Vous disiez que c'est une équation non linéaire. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer une équation intégro-différentielle linéaire et non linéaire? Oui, bien sûr. Donc, les équations intégro-différentielles sont une équation qui contient une opération d'intégration sur la fonction inconnue et une opération de dérivation sur la fonction inconnue. Ça peut être en dehors de l'opérateur intégral ou à l'intérieur de l'opérateur intégral. Et cela, c'est le type des équations intégro-différentielles. Ici, la linéarité vient de la linéarité du noyau K. Par exemple, comme le noyau, ce noyau donné par la formule 25, qui est non linéaire. Ma question est simple. Avec l'équation intégro-différentielle, si vous voulez montrer qu'elle n'est pas linéaire, vous faites quoi? Juste, vous faites quoi pour démontrer qu'elle n'est pas linéaire? Elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire voir le noyau, la fonction noyau, qui est une fonction à 4 variables. Est-ce qu'elle est linéaire ou non linéaire par rapport à la fonction inconnue? سمعت سؤالي ولا ما سمعتش؟ كيفاه تحب تبين باللي راهي نون لينيير؟ عندك par exemple A U égale à F. A c'est un opérateur على U. Oui, il suffit كيفاه سؤالي بين باللي راهي نون لينيير، vous faites quoi? Il suffit de voir le noyau. Est-ce qu'il est linéaire ou non linéaire par rapport à la troisième et quatrième variable? Une application linéaire, c'est quoi?
application linéaire. Par exemple, de deux variables. Fx, y, une fonction linéaire. C'est égal à ax plus by, où a, b sont deux constantes. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Une fonction à deux variables linéaires. Par exemple, f, x, y. Juste, قول لي بركة واش معناتها une application linéaire ومن بعد نرجع لها. Une application linéaire, c'est une forme linéaire par rapport aux variables. C'est-à-dire, par exemple, une fonction de deux variables, a, f, x, y. ما تروحليش fonction de variable، روح لي بركة عادي. عندك l'opération مثلا عندك une opération une application linéaire من espace E, espace vectoriel vers un espace vectoriel F. Et vous voulez montrer qu'il est linéaire. Donc, vous faites quoi? Et nous pouvons voir vérifier est-ce que f lambda x plus. Vous prenez deux éléments de E et vous montrez Lx plus Y. La combinaison linéaire des variables, on donne une combinaison linéaire des éléments. Voilà. Donc, si vous voulez montrer maintenant que votre équation 11 n'est pas linéaire, vous voulez, est-ce qu'elle est linéaire ou elle est non linéaire? L'équation 11. Ici, c'est non linéaire. Non Nous linéaire. sommes en train de. Donc, si vous prouvez deux solutions, qui تعوض تلقى المجموع تاعهم ماهوش. Oui, Si vous prenez solution 1, U1 et U2. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc أمورك واضحة. Donc, Oui, U1 plus U2. Donc, si vous pouvez montrer ça, sinon vous n'aurez pas à ça. Donc, c'est comme ça. d'accord. Bon. Juste السؤال الآخر. لا بيبليوغرافي تاعك. بون راك استعملت 57. Oui. اسكو كامل استعملتهم؟ فقط سؤال توضيح. Oui, nous avons utilisé tous, essentiellement dans l'introduction. كامل هذا كامل. Non, presque tous. داك. دونك في نشكرك الطالب بارك الله فيك. شكرا أستاذ ربيعة. ونحيي الكلمة الأستاذ حمزة كبان. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le candidat Mohamed Douner pour la clarté de son exposé, ce qui était un petit peu rapide à mon goût. D'accord. Je vais un petit peu poser quelques questions. Ma vision, tout d'abord, pourquoi les hypothèses H1? Vous avez dit hypothèse préliminaire. Voilà. Parce que si Elles permettent de faire quoi? permettent de faire, d'écrire des croissances, si on peut dire. Ici, nous avons considéré le cas continu. Nous avons étudié le cas continu. Le cas des opérateurs qui ne sont pas continus, on peut la considérer comme une perspective vraiment importante. C'est d'étudier les équations intégro-différentielles, par exemple dans l'espace de V11, l'espace de Sobolev. Ici, nous avons pris premièrement cette type d'équation pour voir ce qui se passe et de faire une approche numérique convenable. La méthode de Nistron, pour appliquer la méthode de Nistron, il faut supposer que le noyau K et sa dérivée est continue pour pouvoir parler des valeurs de K sur l'intervalle AB. Donc les hypothèses H1 vous permettent de construire l'équation, vous permettent de faire la notion de dérivation et vous permettent aussi de faire l'approche numérique. Dans K, il faut la corriger, H1. Il faut se dire seulement que dès K dt sont dans C0. Dès quand la dérivée C0 variable, le K sera automatiquement dans C0, non? Oui, mais ici, il faut qu'elle soit que la dérivée sur tout le domaine pour pouvoir parler c'est-à-dire une fonction dérivable et clairement elle est continue. Ici, le noyau K et sa dérivée par rapport à T. Seulement la dérivée est continue sur le domaine AB au carré multiplié par R au carré. Ah, d'accord. Donc si je suppose que dk dt est continu sur l'intervalle, le K ne sera pas C0. Oui. Il faut qu'il soit dérivable par rapport à... Oui, par rapport à tout le domaine. Par rapport à tout le domaine, par rapport à toutes les variables pour parler de la continuité. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que tu peux partir au slide 14?
pour le théorème d'existence. Donc vous construisez une boule. Dans cette boule, vous démontrez que le point fixe de Schroeder est applicable. Oui, c'est un ensemble invariant. Oui, et donc ça donne, oui, c'est un ensemble invariant. La compacité est obtenue à partir d'Arzelà-Ascoli, donc c'est clair. L'enjeu, c'est ça. Puis vous démontrez qu'en rajoutant des hypothèses, vous obtenez l'unicité de cette solution. Est-ce que cette solution veut dire qu'elle est unique sur tous ces zéros, sur tous ces 1, sur tout l'espace de Banach? Peut-être vous êtes en train de démontrer l'unicité uniquement dans la boule. Oui, uniquement c'est l'ensemble Q. Ah d'accord. Parce que nous avons l'existence de la solution sur cet ensemble. Oui. Donc l'unicité c'est toujours sur cet ensemble. C'est-à-dire de plus, si le noyau vérifie de plus les hypothèses H2 avec la condition 18, nous avons l'unicité de la solution qui existe dans l'ensemble Q. Donc si on arrive à construire une autre boule, Q2 par exemple, Q tilde, dans laquelle sera stable par l'opérateur compact que tu viens de construire, on obtient de nouvelles solutions qui peuvent ne pas avoir de relation avec celui-là. Et donc ça veut dire que, sincèrement, la comparaison entre ce théorème d'existence en hypothèse et celui de Banach est un petit peu tiré par les cheveux, puisque Banach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'unicité, elle est surtout C1. Oui, c'est tout l'ensemble. Et l'unicité que tu obtiens ici, c'est seulement sur la boule de Schroeder. Oui. En fait, lorsque on suppose qu'il y a deux solutions avec la lipschicité, la nouvelle lipschicité, les deux solutions doivent être dans Q. Oui. Refoutre l'hypothèse d'unicité, la démonstration de l'unicité. Les deux solutions U1 et U2 sont dans Q. Oui. Donc le théorème doit contenir ça, dire qu'il y a une unique solution, Oui. mais dans l'ensemble Q. C'est vrai, Ça, c'est pas mis. Il faut le dire puisque c'est pas une unicité. Et ça permet d'appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes. Oui, oui, c'est... D'accord. On va voir le slide 28, le 18. C'est le Gauss-Legendre. 28. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai, ça. Donc, vous avez... Moi, je vois, et je sais que les techniques d'approximation trapèze sont consistantes avec ce genre d'équation, vu le C0. Quand tu parles de Nystrom, tout ça, c'est pour dire que j'utilise C0, je peux appliquer les méthodes d'approximation des quadratures. Et Gauss-Legendre, c'est quoi les hypothèses qu'il doit contenir pour qu'il y ait convergence, qu'il y ait consistance? Ou c'était testé pour le plaisir? Et ici, pour la méthode de trapèze, nous pouvons montrer Je sais. qu'elle est consistante. Et celui-là? Ici, ça demande d'autres techniques, parce que c'est basé sur le fait qu'elle est exacte, cette quadrature est exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 2 ans. Ce qui nous donne un ordre de convergence basé essentiellement sur ce résultat et très petit, donc très rapide si on peut dire, par rapport à la quadrature de trapèze. Et pratiquement les noyaux choisis pour ce type de quadrature, c'est des polynômes. Un sinus, pour moi, c'est un polynôme à très grand ordre. Et c'est pour ça que ça tient la route. Et c'est pour ça que c'est rapide par rapport au trapèze. Oui, c'est ça. C'est si on a utilisé, par exemple, une fonction qui a des craquements, genre valeur absolue, le Gauss-Legendre va se casser la gueule. oui. Je crois. Oui, ça marche pas. Et moi, peut-être que le Gauss-Legendre خير. Oui, mais la méthode de trapèze marche mieux dans ce cas, parce qu'elle est une interpolation par polynôme de degré 1, qui est compatible avec tout type de fonction. En fait, je préfère, moi je dis, ما عندكش صغار تعطي فيه membre de jury qui يشتي trapèze خير من Gauss-Legendre, c'est ça le problème, c'est que c'est du Riemann trapèze, c'est la définition d'intégrale elle-même. Et Gauss-Legendre va supposer autre chose. Et l'exemple choisi, il est là pour mettre en évidence que Gauss-Legendre est meilleur. Il est choisi dans ce but. C'était ça l'enjeu. On peut choisir un autre noyau où à 5, il ne va pas obtenir 10 à la puissance moins 10. Et là, il sera vraiment très entaché par des erreurs.
Et on verra qu'il n'est pas utile d'utiliser Gauss-Legendre. Ok. Regardez slide 40. C'est ça. Ça, c'est question très technique, hein, puisque j'espérais que tu parles de ça comme perspective. Si je change, puisque là, c'est affine, c'est quasi linéaire, c'est un plan pour moi. Le K0, K1, X, K2, valeur absolue de X, c'est un plan. C'est un truc lisse. Est-ce qu'on peut faire K1X à la puissance alpha 1 et K2, K2Y à la puissance alpha 2? Quelque chose d'holdérien. Oui, ça peut marcher dans un espace de Holder, je pense. Je n'ai pas essayé ça, mais j'ai pensé à ça. Ça peut marcher. Oui, est-ce qu'on peut dire pire? Alpha strictement entre moins 1 et 0. Strict. Est-ce qu'on peut espérer ça? Ça, c'est des perspectives, hein, pour discuter un petit peu. Je sais, c'est pas évident de voir ça. Oui, ça peut être. Parce que c'est l'intégrale. Hein. Au moins sur la dérivée, non? Au moins sur K, peut-être. Sur KV et KF. La dérivée, elle doit être encore lisse. Je sais pas. C'est une idée. Oui, il fallait dire qu'en perspective, c'est la première approche. Si je prends votre thèse, c'est le premier truc à faire. Le premier point à bifurquer à partir de votre thèse, c'est ça. Généraliser ça, pour moi, c'est très facile, c'est clair, c'est rapide. Au moins pour le alpha. Alpha entre 0 et 1, ça marche. Ça, c'est clair. Après, est-ce que je peux généraliser plus petit? Peut-être aller à une perspective, bon, c'est ça l'idée. Slide 50. Ici, vous prenez sigma GI et WGN comme poids. Sportif, fait l'idée ou là, il y a un intérêt mathématique derrière? Il y a un lien parce que il faut conserver les mêmes valeurs de l'inconnu sur les nœuds de la subdivision. Parce qu'ici, on utilise une quadrature sur tout l'intervalle par lui. Oui. Pour les intégrales qui dépendent de t, on doit choisir pour chaque t de i la quadrature qui conserve les valeurs de l'inconnu uj' dans les mêmes points, jusqu'à le point t de i. Ah, donc pour vous, les sigma GI dépendent de TI, dépendent de l'intervalle ATI. Oui, je vois. D'accord. Et est-ce que dans les tests numériques que vous avez construits, vous prenez quoi pour... C'est un trapèze composé pour les deux types d'intégrales. Sauf que TI, le H dépend de TI, les sigma, c'est ça? Sigma IJ. Et les WIJ sont sur tout l'intervalle? Les deux sont la quadrature de trapèze composé. Ah, d'accord. Et ma dernière question, c'est quoi le rôle de exponentielle moins lambda t? Je n'ai pas bien vu, puisque j'ai essayé de voir que c'est un nouveau espace de Banach, mais vous avez dit que c'est une norme équivalente, c'est-à-dire que ça va donner la même topologie. L'exponentielle moins lambda t. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de rendre minimal le plus possible l'erreur. Pour la norme la plus minimale possible qui rend les applications lipschitziennes. Lipschitzienne ou contractante? Contractante. On a des choses qui font, non? Nous choisissons toujours lambda à certaines constantes pour avoir la contraction. C'est la loi 49. Oui. Par exemple, pour les gens qui utilisent le théorème de point fixe de Krasnoselski, c'est de prouver que c'est la somme une équation qui est de la forme de somme de deux opérateurs. L'une une contraction et l'autre un opérateur compact. Pour la contraction, toujours on choisit cette norme pour avoir la contraction sans condition. Seulement de choisir un bon mandat. Oui, c'est les conditions d'électricité.
mais sans condition. Seulement de choisir l'endroit le plus petit possible pour avoir le plus grand possible pour avoir la contraction. Et donc, ça veut dire que tout opérateur lipschisien est compact sur C1, en quelque sorte. Lipschisien est contractant. Et contractant. Contractant sur l'espace de un lambda. Pour un lambda donné. Pour un lambda donné. Un cas pour bien un lambda, il devient contractant. Parce que la constante de contraction est de la forme, elle contient 1 sur lambda. Elle contient 1 sur lambda. Ok. Je vous remercie et je rends la parole à M. le Président. Merci. C'est mon tour de vous poser quelques questions. En réalité, Hamza n'a rien laissé. Malgré ça, j'ai quelques questions. Donc, dans votre thèse, vous avez étudié deux types d'équations. La première, c'est l'équation de Freidal, mais la deuxième, c'est l'équation mixte Volterra-Freidal. Est-ce qu'il existe d'autres types d'équations? Et pourquoi vous avez choisi ces deux équations? Nous avons choisi ces deux équations. Ici, premièrement, la deuxième équation, ce sont tous les deux de type Freidal. La première, c'est avec un noyau régulier sur tout l'intervalle, et la deuxième avec un noyau régulier par morceau, sur l'intervalle AB. Nous avons choisi ces deux équations parce qu'elles représentent la formulation intégrale de plusieurs problèmes en limite qui sont de la forme, je pense, celle-ci, l'équation 10. La première équation, on peut considérer comme test de voir ce qui se passe si on suppose que le noyau K est continu. Oui. Ensuite, nous avons fait l'équation de type mixte qui qui est une forme générale de l'équation donnée par le noyau de Green 6 et qui représente la formulation intégrale aussi des problèmes en limite 10. Ici, les noyaux KV et KF sont donnés en fonction du noyau de Green, des composantes du noyau de Green. Regarde, j'ai oublié une remarque. Dans votre exposé, tu as présenté 3 publications. Oui. Mais dans la thèse, on trouve seulement une seule. Parce que les autres étaient en suspense. Non, de toute façon, tu dois les mettre parce que. Oui. De toute façon, la thèse est مازال تقدر تزيد كوريجي. Donc, il n'a pas encore de réponse pour ça. Non, les résultats obtenus par la thèse. Et bien sûr. Donc, tu dois les mettre. Non, bien sûr, c'est des travaux de la thèse qui ont été publiés. D'accord. تزيد هذوك في زوج في la bibliographie. Malheureusement, ça a traîné le dossier, donc c'est pour cela. Vous avez utilisé, de toute façon, dans votre étude, dans chaque chapitre, il est divisé en deux. L'étude analytique et l'étude numérique. L'étude numérique, vous avez utilisé la méthode de Nastrom. Pourquoi le choix de cette méthode? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres méthodes plus efficaces que... Non, il existe. Il existe. Par exemple, les méthodes de projection qui sont plus générales. Oui. Et ici, nous avons utilisé le processus qui est généré par premièrement utiliser la subdivision, c'est-à-dire la discrétisation. Ensuite, utiliser les itérations de Picard pour résoudre le système de dimension finie. Nous pouvons utiliser l'inverse, par exemple, comme dans la référence 16, dans laquelle on trouve une résolution numérique de l'équation 9 par la méthode des itérations de Picard. Ils sont utilisés premièrement dans les équations continues. Ensuite, de faire la discrétisation par la méthode de Newton. Peut-être que cette méthode est plus générale dans certains cas. Certains cas est plus générale. Nous pouvons même utiliser à la place des itérations de Picard la méthode de Newton ou de Newton-Kantorowicz. D'accord. Chef, tout à l'heure, la question de M. Gubbey, le rôle de l'hypothèse H1. Maintenant, ma question, le rôle de l'hypothèse H2. H2, c'est les hypothèses de Lipschitz.
Voilà, c'est une. J'ai une autre question, c'est la suite. Si on enlève la condition de Lipschitz, est-ce que les résultats restent valables, c'est-à-dire les résultats d'existence, d'unicité, etc. Nous avons seulement l'existence. Et l'unicité s'obtient en utilisant, en supposant que le noyau K vérifie les hypothèses H2, suivant la condition 18. Seulement on pourra avoir l'unicité. L'existence s'obtient suivant les hypothèses H1 de continuité et de la condition du Schrodin des salles. Toujours l'approche numérique, c'est-à-dire normalement qu'il y a un ordre de convergence. Quel est l'ordre de convergence ici? Ça dépend du noyau K. S'il est continu, donc l'ordre de convergence de la méthode de trapèze. H, l'ordre H. S'il est de classe C2, il est d'ordre H2. Ça dépend de la continuité du noyau K. Et ça dérive par rapport à la T. C'est-à-dire l'ordre oui, ici l'erreur de consistance. La condition d'arrêt, est-ce que qu'il y a oui, nous avons utilisé ici deux types de présentation. Les valeurs de l'erreur d'approximation d'ordre K suivant les valeurs croissantes des itérations K ou suivant le critère d'arrêt 10 à la puissance moins 7, qui correspond aussi à l'itération 14. Ma dernière question, la réponse de M. Kibbe, vous avez parlé de la méthode consistante. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire, méthode consistante? C'est-à-dire l'erreur? Tu parles d'erreur ici? L'erreur de consistance locale, qui sont R1 et R2. C'est l'erreur de consistance. Tu peux l'erreur? Oui, c'est la différence entre l'intégrale continue et son approche par les règles de quadrature. Est-ce que tu peux me donner la différence entre l'erreur de consistance et de discrétisation? Quelle est la différence? Oui, l'erreur de consistance, c'est de la méthode, dépend de la méthode d'approximation de l'intégrale. Et d'approximation, c'est la différence entre la solution approchée et la solution exacte du système de dimension finie. D'accord. Maintenant, je passe la parole à vos encadreurs. Je commence par le docteur Riyad. Vous avez la parole. Bon, premièrement, je remercie le candidat pour l'exposé. نذكر بك باللي l'étudiant تاعنا ولا محمد بنايا باللي لو ترافاي هذا باللي راهو عاودوا ابري 3 ans دونك كان مع في ان سي جي ومن بعد عاود ان اوتر ترافاي دونك عنده ابري 2 ans et demi ابري في لا ريشيرش في ليزيكواسيون انتيغرال هكا محمد. يعني نشكر على المجهودات اللي بدلها، يعني بدل من سي جي لسي جي وعاود كيما نقولوا فورما روحو في ليزيكواسيون انتيغرال وديفلوبا بوكو تيورام et beaucoup de méthodes d'approximation في les équations intégrales. وكما تشوف في لي طرافو تاعو دونك il travaille sur deux types d'équations. نورمالمون حنا en général نورمالمون هنا في سيتان تقدر تقول هنا دو تاز فهمتي. نورمالمون هذيك سيتين تاز والاخرى سيتين تاز فهمتي. وشي محمد كي يعني الخدمه تاعو وصلته يعني لا تاز هذه ان شاء الله. حبيت نتكلم برك على بون نورمالمون لو كانديدا بريسك اللي ريبوندي ا تو لي كيسيون وهذا يلم بانه فورما يعني في الدومين هذا يعني مشكور وموفق ان شاء الله. هذا واش حبيت نقول برك. الاستاذ عيساوي هو اللي يتبع لي. Merci, Monsieur le Président. Et je vais essayer d'intervenir sur 2 ou 3 volets. Premièrement, j'appuie un petit peu ce qu'a dit notre collègue, M. Riyad. Je félicite vraiment l'étudiant, sincèrement, comme j'ai félicité tous les autres étudiants, parce qu'il y a de mauvaises circonstances qui font que et n'oublie pas, comme il a dit M. Riyad, après 3 ans, ils ont changé, c'est pas seulement de sujet,
pour des trucs déontologiques, mais ils ont changé complètement de domaine. Ils ont de nouveaux sujets, de quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup bossé. Ils sont arrivés, et en plus il y a beaucoup de circonstances tout autour de leurs travaux, surtout concernant leur inscription. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de blocages. Et même en soutenance, ils étaient toujours sur les nerfs vifs. Malgré ça, je dis bien, et c'est grâce, je remercie énormément les chercheurs au niveau de laboratoire, à leur tête, professeur Gebey, professeur Lagoun, docteur Riyad, docteur Senir. Ils ont dit toujours, si ce n'est pas un apport scientifique, au moins un apport moral. Ils ont toujours soutenu ces étudiants qui étaient à bord, je le dis carrément, au bord vraiment de la dépression. Parce que perdre 3 ans de sa vie comme ça, puis revenir à zéro, et trouver toutes les conditions, tous les freins, on a essayé de mettre tous les freins pour que ces tests-là et ces inscriptions n'auront pas lieu après. Aujourd'hui, vraiment, personnellement, c'est une satisfaction morale, parmi les meilleures satisfactions de ma vie, que je vois ces étudiants-là, carrément, après 2 ans et demi, 3 ans, ils arrivent à faire des travaux colossaux. En particulier, M. Bounet, il a fait un travail complet. Je dis bien complet, pourquoi? Parce que, avec beaucoup d'innovation. Complet parce qu'il y a un traitement théorique extraordinaire et un traitement numérique qui répond un petit peu à beaucoup de choses. Il y a 2 points forts dans cette thèse. En plus de la généralisation de beaucoup de résultats des collègues, il y a 2 points forts. Premièrement, il y a un point fort théorique. C'est le théorème généralisé d'Arzela. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis cette idée-là en relief tout à l'heure. C'était extraordinaire parce qu'il a développé, à travers le théorème d'Arzela, une généralisation de ce théorème qui lui a permis un petit peu de voir le côté théorique et de résoudre l'existence, je dis bien l'existence de la solution, soit de Fridolin ou de Voltaire à Fridolin. Ça, c'est la première. Deuxièmement, le deuxième point fort concernant l'étude numérique, c'est que Bouneya, sincèrement, il n'a pas ajouté d'autres conditions, d'autres hypothèses. Parce qu'en général, lorsqu'on a une étude numérique, on essaiera un petit peu de canaliser les choses, mettre des petites choses de plus, ainsi de suite. Je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, peut-être on n'a pas fait attention, il a dit que je suis resté toujours dans les conditions théoriques. Ça, c'est très extraordinaire, parce que rester dans les conditions théoriques, développer un côté numérique sans ajouter rien du tout. Ça, c'est un point très fort pour la thèse. En plus, ce côté théorique dont il a tout à l'heure, ce théorème généralisé, il a affaibli. Regardez, suivez un petit peu ce qu'ils ont fait tous les autres. Il y a beaucoup de conditions qui ont été affaiblies. Et ça aussi, c'est un travail vraiment colossal pour affaiblir, parfois pour affaiblir une petite condition. On fait 2 ou 3 travaux de recherche juste pour l'affaiblir et on l'affaiblit graduellement. Et s'il l'a affaibli d'un seul coup, il a généralisé le théorème d'Arzela, il a retrouvé tous les résultats avec des conditions beaucoup plus faibles que ce qui a été traité par les autres collègues. Parce que ça, c'est une synthèse de beaucoup de travaux qui ont été faits et qui ont été soutenus. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est un travail vraiment colossal, consistant, avec beaucoup de nouveautés, carrément beaucoup d'originalité, soit sur le côté numérique, soit le côté théorique. Et je le félicite sincèrement, ça fait partie. Il a pu faire plus que 3 articles. Il y a un article, déjà le dernier, je crois qu'il a. Parce qu'il y a un problème, il faut avoir quand même un truc de déontologie. Lorsqu'il a parlé à Issaoui et ainsi de suite, non, je ne suis pas le premier dans cet article, c'est son article. Et c'est un article très consistant. C'est son dernier article déjà qui a montré beaucoup de consistance. Et c'est lui qui était derrière, et c'est lui le premier auteur. Il y a M. Hamza deuxième. Je suis troisième, c'était par ordre alphabétique qu'on a mis un petit peu ça. C'est la revue qui a exigé ça. Voilà, grosso modo, donc, sincèrement, pendant un temps très court, M. Bounet, il a fait presque plus que 2 thèses, comme l'a dit M. Rayad. Il a dit publié une dizaine
dizaines d'articles, c'est à chercher à fouiller à l'intérieur, diviser le travail, ajouter des choses, ainsi de suite. C'est pas ça le plus important. Je juge que c'est un travail compris pendant une période très courte. C'est un travail extraordinaire. Je félicite encore l'étudiant comme j'ai félicité les autres. On est soulagé déjà après tant de trucs. Je reviens un petit peu à quelque chose dont M. Guebay il a soulevé, parce qu'il y a ces conditions-là qu'il a mis, c'est un comportement quand même linéaire. Je juge et je suis tout à fait d'accord avec M. Guebay. On peut ouvrir une brèche un petit peu avec ces conditions. Pourquoi pas des conditions un petit peu quadratiques? Pourquoi pas un peu plus que linéaire, moins que quadratique? On peut essayer de voir. Il a dit vrai, M. Guebay, c'est-à-dire, premièrement, c'est la première idée qui vient à l'esprit de faire un travail dans ce sens. Deuxième idée, c'est de chercher un petit peu des espaces un peu plus généraux. Parce que ça c'est lié un petit peu à des espaces qui seront un peu plus généraux, tels que L2, LP, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Quand même, c'est disons bien des espaces de Hilbert convenablement plus faibles dans le rayonnement, dans les conditions sont plus faibles, ici d'affaiblir un petit peu ce genre de truc au niveau du cadre fonctionnel. Voilà, ça c'est aussi une approche qu'on peut aller, malgré toutes les difficultés qui vont apparaître. Globalement, je remercie encore une fois et je lui espère beaucoup de réussite vraiment dans un avenir proche, Inch'Allah. Et merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Essaoui. On se retire pour la délibération.